Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Et quant à nous, Guy Legrand, on a quand même du pain sur la planche avec une saison des résultats évidemment, des grands noms la semaine passée qui étaient fort attendus, des marchés qui semblent quand même toujours aussi susceptibles, peut-être distraits. Vous pourrez nous éclairer bien entendu. Je voudrais quand même que l'on commence avant toute chose par parler de l'or. On en parlait la semaine dernière et c'est vrai que vous faisiez référence aux estimations de Goldman Sachs qui annonçait d'ici mi-2026 un cap à 5 400 $. Bon, il n'aurait quand même pas fallu attendre si longtemps en fait. Mais non, moi j'avais dit en souriant qu'au train où allaient les choses, il suffirait de quelques semaines. Je m'étais lourdement trompé puisqu'il a suffi d'une semaine pour arriver à 5 400. Alors, rappelons en quelques mots pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que là, ils ont vraiment raté quelque chose, qui n'ont pas suivi l'évolution de l'or la semaine dernière. C'était du délire absolu, osons le dire. L'once d'or valait 5 100 $ à peu près lundi et mardi. Et puis mercredi, emballement, 5 400. Jeudi, on est presque à 5 600. Bon, ça fait quand même 10% de hausse en un jour et demi. Ça sort de l'ordinaire et même très largement. Et puis crac, un crash jeudi dans l'après-midi qui est un peu passé inaperçu éventuellement. D'ailleurs, pour ceux qui ne suivaient pas ça de minute en minute, c'était une espèce de flash crash, comme on dit, moins 400 $ en moins d'une heure. Et puis le cours a repris de la hauteur et alors il a rechuté, vendredi et de 300 ou 400 $ suivant ce qu'on prend comme point de référence, comme cours de référence, puisqu'il n'y a pas que Londres ou New York, il y a aussi à Hong Kong, donc voilà, il y a plusieurs points de référence possibles. Bref, l'or a été vraiment très, très chahuté. Un vent de panique à l'achat et puis un vent de panique à la vente. Franchement, pour une valeur refuge, c'est un peu surprenant quand même à ce point de vue-là. Un vent de panique, mais qu'on explique un peu peut-être par cette tendance qui se répand de plus en plus du sell américain? Mais oui, c'est vraiment ça, hein. Visiblement, les banques centrales achètent beaucoup d'or. Alors la spéculation s'en mêle aussi, spéculation des particuliers éventuellement. Quand on voit ça flambe comme ça, c'est la peur de manquer, comme on dit, la peur de rater. Maintenant, est-ce que ça a une signification, ce crash? Est-ce que ça peut se reproduire? Quelle peut être l'ampleur et cetera? Là, les avis sont divisés, tout comme les avis sont divisés sur le cours possible. Les objectifs sont déjà dépassés. Une chose paraît par contre assez claire, la plupart des observateurs estiment que la tendance haussière de l'or n'est pas terminée, parce qu'il y a effectivement ce sell America. Quel que soit le cours de l'or, on le préfère finalement à ces treasuries américains qui deviennent quand même un peu dangereuses avec le président. On l'a dit, on le répète, c'est toujours aussi valable. La semaine dernière, j'entendais un gérant de fonds déclarer: «Les banques centrales achètent de l'or, quel que soit le cours. Le cours, pour elles, n'a pas beaucoup d'importance». On ne voit donc pas pourquoi cette hausse s'arrêterait. Elle pourrait faiblir, elle ne va peut-être pas et même probablement pas s'arrêter. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'or comme une valeur refuge, qu'on comprend bien que dans l'instabilité géopolitique, ça peut expliquer cet engouement pour l'or. J'avais quand même une petite question, en tout cas quelque chose qui m'interpelle. C'est vrai que j'ai l'impression que l'année passée, quand on parlait de valeur refuge, il y avait l'or et puis il y avait toujours un peu son pendant alternatif, le fameux Bitcoin, la crypto-monnaie. Oui. J'ai l'impression que cette tendance à la crypto est en train de s'évanouir et ce Bitcoin aujourd'hui, qui a reperdu tout ce qu'il avait gagné et qui n'a plus d'attrait, en fait. Mais non, on l'a déjà évoqué ici, et lorsqu'on s'est aperçu que le bitcoin n'était pas un rempart contre les soubresauts des marchés, parce que les promoteurs du bitcoin, soyons très clairs, l'avaient présenté comme un actif, non pas réel évidemment, il est tout à fait virtuel, mais comme quelque chose d'indépendant des marchés et donc indépendant des autorités, des manipulations éventuelles. Et donc, on a vu d'ailleurs des titres dans la presse, faut-il choisir l'or ou le bitcoin Ouais. comme alternative aux valeurs financières classiques? Mais le bitcoin, visiblement, n'a pas du tout répondu à cela. On l'avait déjà vu l'an dernier. Ces derniers temps, encore moins. Le bitcoin, sans même parler de sa pointe à 125 000 $ à peu près d'octobre, mais sur 6 mois indépendants, il a perdu 30%, tandis que l'or s'enflammait. Donc oui, visiblement, on a préféré le concret au virtuel. Le bitcoin s'en va un peu oublié aujourd'hui carrément, hein. Il reviendra peut-être, mais aujourd'hui, on l'a oublié. Tout aussi simple que ça. L'engouement pour la crypto fait une pause, en tout cas. Bon, on l'a dit en début d'épisode, on a du pain sur la planche puisqu'on est en pleine saison des résultats et c'est vrai qu'il est peut-être temps qu'on s'intéresse un petit peu, justement,
à ce que ces résultats veulent bien pouvoir dire. On va, s'intéresser quand même à des grands noms de la techno et je te propose de commencer avec, ASML qui a quand même remis un bon bulletin. Mais tout à fait. Quand l'entreprise annonce qu'elle réduit son personnel de 1 700 unités, certains pourraient se dire: «Oh là là, aurait-elle des difficultés?» Non, absolument pas. En ce moment, ce sont plutôt les entreprises qui se portent très bien, qui annoncent des licenciements d'ailleurs, pour aller encore mieux peut-être. Mais il y a une raison précise, la direction a précisé en effet: «Nous voulons plus d'ingénieurs et moins de management». On a d'ailleurs déjà entendu ce discours, ailleurs, hein. Bon, très bon résultat donc en effet, quatrième trimestre, heu, un chiffre d'affaires en hausse de 29%, c'est quand même énorme. Alors bénéfice un peu inférieur aux attentes, mais carnet de commandes Qui déborde. qui déborde. On attendait 7 milliards, ils annoncent 13 milliards, c'est quand même assez fabuleux. Et alors un programme de rachat d'actions pour 12 milliards, ça c'est une chose que les marchés et les actionnaires aiment beaucoup entendre. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Ben oui, l'an dernier, le bénéfice net a atteint 9,6 milliards sur un chiffre d'affaires de 32,7. Très belle marge, donc ils en ont vraiment les moyens et ASML est maintenant vraiment bien reparti, plus 75% pour le cours en un an. Après, rappelons-le à toutes fins utiles, les gros doutes de 2024-25, le cours avait déjà atteint 1 000 € en été 24, on l'a trouvé en avril 25 à moins de 600, donc très, très, très gros doute. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais disons que sur, le long terme, c'est quand même vachement l'Amazone. C'est pas une base tranquille à mettre dans son portefeuille. Il faut être, Mais c'est à mettre malgré tout si on espère, si on ne croit pas devoir vendre à moins de 6 mois, quoi. On sait jamais. Alors, il y en a une autre, hein, qui remettait ses résultats, qui était très attendue d'ailleurs, et qui semble continuer à convaincre, c'est Meta. Mais Meta, effectivement, Meta a convaincu, c'est le moins qu'on puisse en dire, quand on voit que le cours, jeudi, donc au lendemain de l'annonce des résultats, a, bondi de 10,4%. Donc visiblement, résultat apprécié. Chiffre d'affaires plus 24%, supérieur aux attentes. Et alors, un bénéfice par action, ça c'est quand même à souligner, c'est le genre de chose qui fait tilt. Bénéfice par action de 8,88 $. Attendu 8,16. Donc beaucoup plus qu'attendu. Ça, c'est le genre de choses qui ne passent pas inaperçues, évidemment. Les analystes sont toujours très chauds. Morningstar, une société indépendante d'analyse financière, affiche une juste valeur de 850 $. L'objectif de cours des analystes, moyenne 845. Tiens, tiens, ils sont vraiment d'accord. Et ceci en dépit quand même de 2 choses à souligner. La marge d'exploitation a baissé de 48 à 41%, c'est quand même sensible. Bon, ça s'explique, bon, soit. Mais alors, ils ont quand même un sacré caillou dans leurs chaussures chez Meta. Meta, pour rappel, c'est, bon, WhatsApp, Facebook, Facebook, et Instagram. Heu, ce caillou s'appelle Realty Labs. C'est la filiale qui s'occupe ou le département, disons, qui s'occupe du monde virtuel, le métaverse. On a beaucoup parlé du métaverse chez Meta. Bah, disons que bon, ils sont toujours pas vraiment partis, hein. 4e trimestre, la perte atteint 6 milliards $ sur un chiffre d'affaires encore assez insignifiant de 955 millions. Oui, mais, depuis le temps qu'ils sont en perte trimestrielle comme ça, ils sont arrivés quasiment à 80 milliards de pertes. Voilà. Ça n'est quand même pas rien, même pour Meta. On pourrait se dire: «Bah, attendez les gars, là, il commence à falloir faire attention». Ils ont licencié 1 000 personnes dans cette division. Mais bon, non, le résultat était très bon. On a tout à fait, zappé sur Reality Labs. Tant mieux pour les actionnaires de Meta, mais enfin, il ne faudrait quand même pas tout à fait l'oublier non plus. Restons donc prudents et c'est là ma question, comme je disais, est-ce que les marchés sont distraits? Est-ce que la confiance est aveugle envers Meta? Puisque dans les autres résultats, on a aussi Microsoft qui remet d'excellents résultats, si on compare avec Meta et pourtant la réaction des marchés n'est pas la même. Oui, elle est même inverse, c'est 10% aussi, mais avec En un moins. moins devant. Et c'est vrai qu'a priori, on peut se demander quand même comment ça se fait. Ici aussi, résultat supérieur aux attentes, au dernier trimestre donc de 2025. C'est vrai pour le chiffre d'affaires. C'est vrai aussi pour le bénéfice par action. Comme on vient de le dire, c'est le genre de choses très importantes. 4,14 $ contre 3,92 attendus. Donc, dans les chiffres d'affaires, plus 17%, le cloud plus 26. Or ça a toujours été très important. Comment marche le cloud dans toutes ces grosses boîtes? Marge opérationnelle en progression et puis moins 10%. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai que c'était un peu non, c'est pas un peu, c'est très, très étonnant à première vue et même à deuxième vue, je dirais. Le commentaire de Morgan Stanley, par exemple, c'est: «Oui, mais on a quand même des doutes sur la rentabilité de leurs investissements». C'est le leitmotiv depuis
plusieurs trimestres dans le domaine dans le secteur plutôt des technos. Ils investissent des montagnes. Est-ce que c'est vraiment ça va être rentable? Et donc, on pourrait se dire, objection valable, oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est valable pour Microsoft et pas pour Meta? Parce que, je ne l'ai pas dit, je le réservais pour la bonne bouche, Meta a annoncé des investissements monstrueux. Ils étaient à 72 milliards l'an dernier, ils ont annoncé pour cette année-ci de 115 à 135. Et là, pas de problème, non, non, aucun souci. Alors, est-ce que les analystes se trompent? Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ça m'étonnerait un petit peu quand même, soyons sérieux. Mais on peut relever, quand on gratte un petit peu les commentaires, on aperçoit deux choses intéressantes. On reproche à Microsoft d'avoir détourné une partie de sa capacité de puce à un usage interne, au lieu de la consacrer à la filiale Azure, ou département Azure, qui est donc la plateforme cloud, qui marche très bien du reste. Bon, apparemment, c'est peut-être un péché véniel. Et par contre, on applaudit, et à juste titre, Meta, qui a fait un très bon usage de l'intelligence artificielle pour doper la clientèle, pour fidéliser la clientèle, bref, de manière à ce qu'elle passe plus de temps à consacrer à ses écrans, et donc elle voit plus de pubs, et ça marche très bien de ce côté-là. Oui, donc voilà. Est-ce On que fait ça quoi de Microsoft? mais est-ce que ça méritait moins 10 par rapport à l'autre? Je constate que les analyses sont très positives, en fait, aussi sur Microsoft, tout comme Morningstar d'ailleurs, qui vise 600 $. Alors, pourquoi ces différences de traitement? Elles nous semblent quand même un peu excessives. C'est peut-être l'occasion d'acheter Microsoft, hein. Pourquoi pas? Voyons. On Seul. peut y aller, sans doute. Alors, on parle d'excessivité. Je voulais profiter de ce podcast pour faire un petit zoom quand même sur une espèce d'actualité. On l'a tous vu passer. Emmanuel Macron a visiblement un orgelet à l'œil Oui. et qu'il lui impose de porter des lunettes de soleil et lui donne un faux air de Tom Cruise qui peut être risible, hein, c'est vrai. Mais si on en parle, c'est pas tant pour faire, Non. pour donner notre avis sur le look que ça lui donne, mais parce que finalement les marchés sont pas restés indifférents à cette apparition d'Emmanuel Macron et ses splendides lunettes de soleil. Absolument, quand on suit les marchés de très, très près, mais je ne l'ai pas trouvé moi-même. J'ai vu ça dans une source qui est tout à fait digne une fois de gens qui examinent qui suivent ça de très, très près. On a observé en bourse de Milan une PME. Effectivement, c'est une entreprise qui vaut 10-12 millions d'euros. C'est pas un géant, loin de là, qui s'appelle iVision Tech. Quel est le rapport avec le président français? Eh bien, quand les lunettes qu'a arborées Emmanuel Macron ont été construites par une petite PME du Jura, donc il a acheté français, mais cette PME fait partie maintenant depuis 3 ans de la société italienne iVision, et donc on a été un peu chercher ça sur internet, tout le monde a dit: «Tiens, mais d'où ça vient?» Et donc ce cours a flambé de 78 en quelques jours à peine. Ça lui 78%, je voudrais quand même qu'on s'arrête là-dessus, enfin 78%, il y Oui. a que de la crypto qui fait des montants Ah pareils. oui, c'est une PME évidemment, hein, donc c'est une toute petite société. Si, elle a fait le buzz indirectement sur les réseaux sociaux, et que ne fût-ce que 1 000 personnes ont voulu acheter l'action, forcément, il n'y en avait pas assez pour servir tout le monde au cours du jour, ni même, avec 10 de plus. Donc flambée monumentale. Ça s'est vite apaisé du reste, hein. C'est au plus haut 2,80 € et puis c'est revenu à 2 € aussitôt. Mais ça venait un peu bien à point pour redresser le cours, parce que il venait de dégringoler de 2,25 à 1,50. Donc franchement, celui qui a acheté à 1,50 a pu presque doubler la mise en 3 jours. C'était peut-être une chose à faire, mais à mon avis, il y a pas grand monde qui a eu cette idée. Ce serait trop beau évidemment, hein. Mais moi, je ne savais pas encore que les marchés étaient à ce point, susceptibles aux influenceurs, des réseaux sociaux. Ceci étant, maintenant qu'on sait ça, notons-le. Mais c'est quand même pas la leçon qu'on va retenir aujourd'hui de toute cette actualité. Non, on va dire c'est une leçon un peu anecdotique. C'est vrai que les marchés financiers sont influencés aussi par les réseaux sociaux. Non, la leçon, je reviendrai quand même à Microsoft et Meta, à savoir que, quand la justification qu'on a donnée pour Microsoft, que j'ai citée, elle aurait pu valoir aussi pour Meta, je l'ai dit. Et en fait, quand on suit les marchés d'un peu près et depuis un certain temps, c'est mon cas, c'est un temps certain, même en ce qui me concerne, on se rend compte parfois que les commentaires d'analystes qui expliquent la baisse, finalement, auraient tout aussi bien pu expliquer une hausse ce jour-là en faisant intervenir d'autres facteurs. Donc, quand on veut vraiment être un investisseur actif, il faut suivre les marchés et se faire des opinions soi-même, se dire: «Oui, tiens, c'est bien gentil tout ça, mais finalement, est-ce que ça tient la route?» Moi, mon expérience, même modeste, me dit que ceci, il faut se faire son idée à soi aussi, quitte bien sûr à la nourrir des avis de professionnels.
Et alors écoutez Trends Bourse évidemment pour avoir, vos analyses et vos leçons chaque, semaine. Trends Bourse, absolument. Merci beaucoup Guy Legrand. On se retrouve, la semaine prochaine, hein, puisque Avec à grand partir, plaisir. du mois de février, c'est toutes les semaines Trends Bourse est là. Merci pour votre écoute. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour, je suis Charlotte de Montpellier, je suis senior économiste chez ING Belgique et aujourd'hui je vais vous parler des récentes turbulences financières au Japon, où les taux d'intérêt à long terme ont grimpé à leur niveau le plus élevé en 25 ans et où la Banque centrale japonaise a indiqué qu'elle interviendrait pour soutenir le yen japonais sur les marchés d'échange. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Rappelons-nous, à la fin des années 80, le Japon était l'une des grandes histoires économiques à succès. Le pays connaissait une croissance débridée et était considéré par les États-Unis comme son principal rival économique. Un peu comme la Chine aujourd'hui finalement. Durant cette période, la bourse japonaise a explosé. Entre les débuts de 1986 et la fin de 1989, donc une période d'environ 4 ans, les cours boursiers ont été multipliés par 3. Mais en même temps, une gigantesque bulle immobilière est également apparue. Au pic de cette bulle immobilière, le palais impérial de Tokyo valait autant que l'ensemble de l'État de Californie. Mais ensuite, la bulle a éclaté et l'économie japonaise est tombée pendant des années dans une morosité déflationniste, avec toutes les conséquences que cela implique pour les marchés financiers. Il a par exemple fallu attendre 2024 pour que la bourse japonaise retrouve enfin son niveau de 1990. Pas étonnant dans ce contexte que les investisseurs aient complètement perdu leur intérêt pour le Japon. Mais l'année dernière, la bourse japonaise, ça a changé. Elle a enregistré une hausse de plus de 25%. On peut donc dire que le Japon est de nouveau surveillé par les investisseurs. L'histoire de la déflation semble désormais entièrement derrière nous. L'inflation était même montée à 4% début 2025. Depuis, elle a quelque peu diminué et nous sommes revenus aux environs de 2%. Mais cela reste élevé, selon les normes japonaises, si l'on sait que l'inflation y a été en moyenne d'1,5% ces 30 dernières années. Cela a aussi conduit les taux d'intérêt à long terme à dépasser aujourd'hui les 2%. La raison des récentes tensions est avant tout politique. Le 14 janvier dernier, la première ministre japonaise, Takashi, a annoncé la dissolution du Parlement. Avec des élections anticipées le 8 février, elle souhaite, en tant que première femme première ministre du Japon, transformer sa popularité en une majorité à la Chambre basse. En fait, à l'heure actuelle, la coalition gouvernementale doit s'appuyer sur un certain nombre d'indépendants pour obtenir une majorité. Dans le pays, à l'heure actuelle, presque tous les partis politiques s'accordent sur le fait que la taxe sur la consommation doit être réduite. C'est ce qu'elle veut faire. Mais cela ne plaît pas vraiment au marché financier, car le Japon a une dette de plus de 200% du PIB et, combinée à des taux d'intérêt plus élevés, la soutenabilité de cette dette pourrait être mise en danger si les recettes de l'État baissent de façon structurelle. Résultat, ces dernières semaines, les taux à long terme ont encore augmenté sur les marchés et le yen a subi une pression à la baisse. La bourse a également dû céder un peu de terrain. Alors entre-temps, la Banque centrale japonaise a indiqué qu'elle pourrait agir pour soutenir le yen via des interventions. Et la Fed de New York aurait également signalé aux opérateurs financiers sur les marchés de change que des interventions étaient en préparation. En parallèle, la Banque du Japon a aussi laissé entendre que, si nécessaire, elle pourrait acheter des obligations à long terme pour faire redescendre un peu les taux à long terme. On devine donc bien la suite, le yen s'est renforcé et les taux d'un long terme ont quelque peu reculé. Mais la question évidemment, c'est comment cette histoire va-t-elle se terminer ? Une partie dépendra des résultats des élections. Si le gouvernement actuel arrive à renforcer sa position, ce qui, d'après les sondages, est une possibilité très réelle, cela serait sans doute très bien accueilli par la bourse japonaise. Mais quel est l'impact de tout ça sur les taux et sur le yen ? Alors il est clair que la période déflationniste qu'a connue le Japon durant de nombreuses années, elle est désormais complètement révolue. Les taux d'intérêt ne reviendront donc pas au niveau extrêmement bas pour lesquels les pays étaient connus pendant des décennies. D'ailleurs, la Banque centrale japonaise a déjà indiqué qu'elle pourrait encore dans les prochains mois relever légèrement les taux d'intérêt à court terme. Mais attention, n'attendez certainement pas une hausse beaucoup plus importante, on parle de petites hausses. Les taux un peu plus élevés au Japon ne sont pas vraiment une bonne nouvelle pour le reste du monde.
Car, en fait, dans le passé, bon nombre de très grands investisseurs, par exemple des fonds de pension japonais, fouillaient le marché japonais pour investir en Europe ou aux États-Unis, où les taux étaient plus élevés sur les obligations d'État notamment. Dans le jargon financier, cela a été connu sous le nom de carry trade. Maintenant, ça a changé. Les taux obligataires au Japon sont devenus beaucoup plus attractifs. Ce phénomène de carry trade va donc diminuer, les investisseurs vont retourner davantage au Japon et se détourner en partie des obligations européennes et américaines. Ce qui exerce quoi? Un léger effet haussier sur les taux des obligations américaines et des obligations européennes. Et le yen, le yen est actuellement très faible. Mais le Japon dispose toujours d'un énorme excédent sur sa balance courante. Ça signifie que le pays n'a pas besoin de capitaux étrangers pour financer son économie. En fait, bien au contraire. Le pays est avec un tel excédent que, généralement, un pays avec un tel excédent, ils voient leur monnaie s'apprécier à long terme. Mais à court terme, aucune garantie. Ça dépend notamment du sentiment de risque et de comment évolue le marché financier. Certains banquiers centraux, dans le passé, ont décrit le fait de faire des prévisions de taux de change comme une activité réservée aux fous. Je vais donc m'arrêter là. Mais on continuera de suivre tout ça dans les prochains épisodes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. C'est tout pour l'instant. Le reste de la semaine, vous pouvez écouter sur ce canal nos informations boursières dans le Trends des marchés. Vous êtes aussi intéressé par nos podcasts de décryptage, alors abonnez-vous au canal podcast de Trends Tendance. Lundi prochain, Gaël Poncelet et Guy Legrand sont à nouveau au rendez-vous avec une nouvelle contribution des experts d'ING.